Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf littéraire qui reçoit aujourd'hui CCT Charles Sédine Timi, auteur de ce livre Clandestinement Vôtre. On ne vous souhaite pas de devenir des clandestins, vous jeunes Africains. Si vous avez des possibilités, trouvez un moyen de rester sur le continent, de faire autre chose, ou bien faites de l'immigration intra-africaine. En Europe, c'est plus compliqué, croyez-nous. Charles, vous confirmez ce que je dis, hein? C'est plus compliqué en Europe, hein? Je pense que c'est compliqué pour un jeune Africain aujourd'hui, où qu'il soit, d'exister et de vivre. Ça, c'est... Et il faut se demander comment des gens peuvent prendre ces risques. Ils acceptent, plutôt que de rester là. C'est-à-dire que c'est ça qui devrait nous, tout de même nous faire nous interroger, quoi. Pourquoi ils préfèrent prendre le Sahel, la Méditerranée, plutôt que de rester à Douala et Yaoundé. Voilà. Donc, être un jeune Africain, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est tout de même une tragédie. Voilà, je pense. Voilà. Avec tout ce que le personnage vit comme tracasserie au quotidien, il arrive à ne pas dormir dehors, à ne pas mendier, sans cesse à inventer des opportunités pour sa survie. Peut-être sans doute grâce à ses charmes. Bon. Est-ce là votre façon à vous de dénoncer cette logique absurde de l'administration? Oui, c'est une façon de dénoncer cette logique absurde de l'administration, mais aussi de montrer comment, la vie, parfois, c'est-à-dire que la société, c'est-à-dire que se forment des relations pas très saines. C'est-à-dire que d'un contexte très trouble, machin, c'est-à-dire que s'il se passe des relations humaines où l'un va calculer sur l'autre, il est obligé de vivre un peu dans une espèce d'autres clandestinités, en fait, voilà. Parce qu'il y a la clandestinité vis-à-vis de l'administration et aussi la clandestinité maintenant vis-à-vis des gens que le narrateur rencontre, qui ne savent pas que lui il est clandestin, parce que ça c'est voilà. Et donc il faut qu'il mente, qu'il trompe, qu'il invente, et donc qu'il cache cela même à Jackie Mofo, parce que lors de vos premiers passages ici, je n'aurais jamais deviné que vous viviez dans ces conditions-là. C'est vrai que j'étais passé en... C'était quand déjà? Il y a 3 ans ou 3 ans et demi ou 4, je ne sais pas. Ouais, c'est vrai. Voilà, donc c'est une façon de dénoncer ça et dénoncer, disons, de dire ça, voilà, effectivement. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué et inspiré pour écrire de cette histoire comportant des passages que l'on devine parfois comme étant votre propre histoire? Qu'est-ce qui vous a le plus choqué et inspiré pour parvenir à écrire ces passages? Ce qui m'a le plus choqué, disons que c'est ma condition, le nom sans papier, quoi, déjà. C'est-à-dire que c'est sans papier. C'est-à-dire que j'ai mon acte de naissance, je trouve que c'est absurde. Deux, je trouvais que tout à l'heure vous me parlez du racisme, voilà. Mais je peux aussi dire que le racisme à l'égard des sans-papiers, il passe pour normal, et voir personne ne s'offusque du fait qu'il y a des gens qui existent et qui n'ont pas de droit, quand même. Parce que pour le coup, on vous traite dans la rue, on vous traite de sale macaque, par exemple, voilà. Ça, je veux dire, ici, je peux m'en foutre, si, voilà. Mais que des gens ne puissent pas travailler, aller à l'école, se loger. Enfin, je pense que c'est le racisme des racismes, alors. C'est la négation de l'autre, même. Voilà. Et contre ce racisme-là, entre guillemets, je trouve que les sociétés sont d'une légèreté, c'est normal, et on conçoit cela, voilà. D'ailleurs, Charles Sédine Timi, lorsqu'on vous remet votre premier titre de séjour à la préfecture, quelle est la phrase qu'on vous adresse le plus souvent? Le benguetaire... Non, je dis à la préfecture en France. Préfecture, parce que moi, je vais vous dire, mon premier titre de séjour en France, lorsqu'on me l'avait remis un lundi, on m'avait dit bienvenue en France, alors que j'étais sur le territoire depuis plus de 2 ans. Près de 2 ans, bienvenue en France. Je ne me rappelle plus de ce que vous m'avez dit, j'oublie moi. Vous arrivez en France au jour où vous avez votre premier titre de séjour. Avant, vous n'étiez pas en France, vous étiez sur le sol, mais sans être en France. La convocation du test de français, justement. Oui. Moi, je suis arrivé en France en 2014. Oui. La convocation, c'est 2018. Et c'était écrit accueil. D'accord. Un rendez-vous d'accueil, oui. C'est-à-dire qu'on m'a accueilli en France en 2018.
4 ans 4 ans après que je sois arrivé à... Voilà. Sur le sol. Moi j'avais fait mon accueil, moi Oui, il n'y avait pas besoin de... Bah oui. Vous avez déjà fait un enfant. Ah oui, Donc, vous accueillez ah bah seulement oui, à ce ah bah oui, moment-là. ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. C'est absurde, hein. Bon, donc, avant, vous n'existez même pas lorsque vous êtes sans papier, grosso modo. Ouais, tout à fait. Ça n'existe pas, et donc j'ai voulu traduire. Et c'est un peu la contradiction que je sais, on n'existe pas. Mais le narrateur, précisément, lui, c'est qui lui dit que lui, il existe, voilà. Et non seulement qu'il existe, mais qu'il envoie la figure de la société, son existence. Il l'affirme et il le concrétise. Et c'est pour ça qu'il assume cette côté cru, en fait, voilà. Oui. Ne pas arranger la réalité ou bien, voilà. Clandestinement vôtre, un roman de Charles Cédric Ntimi, édité chez JC Latex. Charles Cédric Ntimi, pour les lecteurs français et occidentaux, car ils sont de partout ceux qui vont vous lire certainement, qui ont très peu de connaissances sur la culture camerounaise et africaine en général, quel serait votre message? Quel message voudriez-vous leur faire passer? Il y a plusieurs messages dans ce livre. Plusieurs. Et je pense que la lecture, elle est personnelle, quoi. Et que je pense que... Moi, je serais curieux de me dire qu'est-ce qu'on retient de mon livre. Hein. Parce que moi, si je commence à dire je veux qu'on retienne ça, je pense que je ne suis plus dans l'écriture artistique ou bien romanesque précisément. Voilà. Et je suis curieux et j'ai eu des petits retours. Voilà. Il y a des gens qui me disent que c'est ça qui m'a marqué, c'est ça que j'ai retenu. Et parfois je suis surpris quand on me dise que voilà, c'est ça que moi j'ai retenu. Donc, par contre, ce que je peux dire, c'est qu'il faut qu'on le lise ce livre comme celui d'un écrivain, voilà, simplement. Oui. Et qu'on le lise véritablement, et voilà. Ça me fera plaisir, voilà. Très bien, vous avez compris. Convoquez-vous de la sagesse africaine comme une partie intégrante de votre regard sur la société française? Forcément, puisque je pense que j'ai passé 25 ans, mes premières 25 années au Cameroun, en Afrique, je pense que je suis un peu imprégné de ce climat-là, quoique, même si je cite des noms de la littérature, tout ça, mais je pense que je suis constitué et de ce que j'ai appris, et mais de mon milieu où j'ai grandi, quoi. Et donc de ce que ma grand-mère, en banjo, que mes amis, quand on grandissait, quand il n'y avait pas de coupure de courant autour du feu. Il y avait déjà des coupures de courant à cette époque-là au Cameroun? Il y avait déjà, ouais. À quoi que, c'est que moi, sauf que moi, chez nous quand même, il n'y a pas de coupure parce que on était alimenté par la Sosucam, effectivement. La Sosucam qui est une entreprise étrangère. Oui, tout à fait, on est chanceux. Ça rejoint ce que vous avez souligné. Les entreprises, les multinationales étrangères n'ont pas de problème d'eau et d'électricité au Cameroun, mais les Camerounais, en Afrique en général, moi francophone, les autres ont le problème d'eau. Chez eux. C'est ça. Comme disait Gabonais, à chez moi. Bon, c'est formidable. Compte tenu de votre expérience et de votre vécu, Charles Cédric Ntimi, seriez-vous en mesure d'encourager d'autres jeunes Africains qui nous suivent forcément à poser l'acte que vous aviez posé en quittant votre pays pour rejoindre l'Eldorado France? Alors, la seule chose que je peux encourager chez les jeunes Africains, c'est de s'affirmer et c'est de voir, c'est de sortir, c'est de ressentir ce qu'ils veulent et c'est d'avoir, c'est de s'affirmer en tant qu'individu libre et qui ont droit à la vie. Voilà. Moi, voilà. Moi, je pense que c'est trop facile de dire venez, ne venez pas. Voilà. Moi, je pense qu'il faut, ce qu'il faut dire à ces gens, c'est de dire il faut lutter pour la vie et pour l'amélioration aussi, générale aussi. Voilà. De travailler dans le sens d'affirmer ce qu'ils ont à donner. Tout à fait. Et il y a plein de... Moi, je dis, j'en ai rencontré beaucoup, beaucoup. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas exprimer tout ce qu'ils ont, tout le talent qu'ils ont, parce qu'il n'y a pas d'opportunité, ils n'ont pas de reconnaissance. Ils ne peuvent pas être invités par vous, Jackie Moifo. Mais comment ça Mais s'ils me contactaient via jmtv+.com, je leur donnerai la parole. Contactez-vous. Et donc, moi, je les encourage à s'affirmer, à ne pas accepter les conditions dans lesquelles ils sont et dans lesquelles on les impose de vivre. Il va bientôt chanter Get Up, Stand Up, Stand Up for Your Right. Vous allez bientôt le chanter? Bientôt. Bon, Get Up, Stand Up, Stand Up for Your Right. Don't give up the fight. J'ai écouté beaucoup cette musique. Don't give up the fight. That's very nice.
Pensez-vous qu'il serait de bon ton de considérer la France comme étant le pays des droits de l'homme? Alors la France, c'est un pays assez complexe et contradictoire. C'est-à-dire que l'histoire de la France, tout de même, la Révolution française et d'où est né ces concepts de droits de l'homme, c'est une belle histoire, ça. Mais les droits de l'homme, je pense que aujourd'hui, ça reste un concept. Voilà. Il a dit que la France... Attention, il faudra renouveler le titre de séjour bientôt. Oui. Donc, faites attention à ce que vous allez dire, hein, parce qu'ils vont vous suivre. Je pense que la France, c'est un pays, comme je disais, contradictoire et qui est... Et c'est vaut mieux des pays contradictoires que des pays qui ne sont pas du tout contradictoires. Par exemple, la Corée du Nord, qui n'est pas un pays contradictoire, justement. Où il y a... On parle de la Corée du Nord, parler du Cameroun. Là, c'est encore différent. Vous voulez pouvoir descendre à l'aéroport tranquillement, quoi. Non, c'est pas ça. Vu que au Cameroun aujourd'hui, quand vous descendez avec un certain livre dans les mains, vous vous retrouvez en tôle. Donc, le Cameroun, c'est un pays bruyant, voilà. C'est pas contradictoire. Pardon? Bruyant. C'est du bruit, voilà. Il y a du bruit, voilà. Contradictoire, c'est qu'en France, il y a des contradictions qui se... Entre on affirme, idées. voilà, on affirme une chose, après on affirme liberté, égalité, fraternité, après on a autre chose derrière. On fait autre chose. Voilà. Voilà. Et ça, ça veut dire qu'il y a un espace pour le combat, pour la lutte, voilà. Et que c'est ça, et c'est intéressant. Mais il y a des pays comme le Cameroun, je pense que voilà, malheureusement, il faut créer cet espace-là, voilà. Il n'y a pas encore cet espace-là. C'est encore du bohara, quoi. Voilà. Tout à fait. Oh, toi, Messanga Yanding, tu as trop parlé, je te vide de ton poste, et puis gna gna. C'est un peu ça, quoi. J'aimerais revenir sur ma position, là, quand je dis qu'il faut encourager les Français autochtones à aller vers les Africains. C'est que moi, je crois toujours à cette alliance-là, malgré les tristesses et ce qu'on relève. Je pense que le fait de relever déjà, ça contribue à un dialogue et d'améliorer les choses. Mais j'aime mon pays, moi. Moi, je suis heureuse d'avoir la liberté d'expression que j'ai. Tu as relevé la Corée du Nord. Je ne vois pas ce que je veux. Je serais très mal et très triste d'être coréenne dans le Nord. Va vivre en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Gabon, et tu en reparleras. Peut-être la Corée du Nord est meilleure car elle est un peu plus développée, les gens ont de l'eau à boire là-bas. Justement, moi je pense que c'est bien de relever toutes ces contradictions, mais aussi de dire qu'il y a quand même cette volonté en France, et aussi de la part de beaucoup de Français autochtones, de garder cette relation avec les Africains. Pour ceux qui sont au courant. Pour ceux qui sont au courant, mais pour ceux même qui ne sont pas au courant, mais qui sont quand même dans cet amour. Oui, Charles Cédric. Je voulais répondre que en fait, la question même que pose ce livre, c'est, vous avez posé, vous avez dit, est-ce que la France est un pays des droits de l'homme? Est-ce que oui, je peux il faut démarrer, moi je pense qu'il faut élargir le problème. Est-ce que ce monde est un monde des droits de l'homme? Il va finir par me faire chanter ce type. Il va me faire chanter du Cabrel. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est vraiment sérieux? Je me demande. Bon, c'est ma dernière question. Après, je vous livre à la minute de Gaël. D'accord. Quelle différence faites-vous entre la France, les Français, les hommes politiques français et les multinationales françaises? Ça peut faire l'objet d'une thèse, ça. Allez-y, faites la thèse, je suis là. Alors pour moi, la France, c'est une idée. Une très belle idée d'ailleurs. C'est pas une chose. C'est pas la France. Je dis, c'est une formation. Je dis, la France sera ou ne sera pas. Voilà. C'est-à-dire qu'elle sera grandiose ou minable, elle sera ou ne sera pas. Voilà. Elle n'est pas. On dit la France est un pays de. Est ceci, non. Aucun pays n'est ceci parce qu'elle évolue. Voilà. Donc la France, pour moi, c'est une idée et il faut la. Voilà. Les Français sont des êtres humains qui ont une nationalité française, qui ont une histoire, et qui sont ultra différents les uns des autres, quoi. Qui adorent les 500 fromages. Voilà, et donc ils sont aussi différents que les Camerounais, quoi, que vous et moi, que voilà, je dis que donc, pour moi c'est voilà. Mais maintenant, on peut retrouver une certaine forme un esprit français, la façon dont le rapport à l'autre, ça c'est voilà. Et le rapport à l'autre et l'esprit français, parce que malgré les difficultés que tu as eues en arrivant et l'absurdité de cette administration-là, comment tu as trouvé les Français que tu rencontrais toi dans tes relations? Alors je préfère parler pas des Français, mais des individus que j'ai rencontrés précisément. Voilà, parce que j'ai rencontré des Français ou des Français.
bof. Ouais. Ou comme des Camerounais, bof, et voilà. Et j'ai rencontré des gens admirables, puissants, et dont je pourrais faire un éloge kilométrique, voilà. D'ailleurs, la mère de mon fils en fait partie, voilà. Ah bon? Ah bah oui. Elle ressemble à Gaël un peu? Un peu, oui. Mais je demande si l'enfant était Barack Obama Ah ouais, d'accord. ou Kylian Mbappé, rien n'a été dit. Ah, Donc l'enfant ressemble à Kylian Mbappé. J'espère qu'il jouera pour le Cameroun et non pour la France cette fois-là. il s'appelle Zadid. Oui, mais... Et Voltaire. Ah, Voilà. d'accord, donc il jouera pour la France, c'est mort. Non, C'est l'avancement. Bon, donc, alors, vous n'avez pas fini de répondre à ma question. Oui. Ça, c'est l'histoire... c'est l'histoire du poisson, vous le noyez, on va le remonter. Ma question était celle-ci, Charles Cédric Timi. Oui. Quelle différence faites-vous entre la France, les Français, les hommes politiques et les multinationales alors, françaises? la France, c'est une idée. Les Français, entre eux-mêmes, sont très différents, donc je ne peux pas les catégoriser. Bien sûr. Sinon, précisément, ce serait déjà le début Parce du que racisme. généralité, Déjà aussi. oui. Voilà. Donc, les Français, c'est une diversité infinie. La mission française, alors là, ou l'État français. Là, maintenant, c'est autre chose de très. Et là, pour le coup, c'est. Ça, c'est. Je plus dit, c'est là où se posent mes attaques et mes. Voilà. Et mes flèches, quoi. Voilà. Et comme dans tous les États du monde, quoi. Ou les administrations, quoi. Oui. Voilà. Et donc l'État français, ils sont au service ou les administrations au service d'une certaine idée qu'ils se font de la France, ou de certains plutôt intérêts. Voilà. Les multinationales maintenant aussi. Multinationales, eux, ils cherchent le pognon, le fric, sans se soucier de vos fameux droits de l'homme et qu'on sort, que ce soit en France ou à l'extérieur, voilà. Et moi, mon père a travaillé pour le coup, pour une multinationale française, donc... Il s'appelle Monsieur Ntimi, toujours. il était, mon père il est décédé. Voilà. Son âme. Donc, les multinationales françaises sont comme des multinationales chinoises, américaines. Là, tout de même, ils sont un peu en retrait. Aujourd'hui, ils sont... En Afrique. En Afrique, ils sont... ils commencent à perdre du terrain. Ce Voilà. qui est bien dommage. Oui, ce qui est... Non, je ne vais pas plaindre pour les multinationales. Non, ce qui est bien dommage, c'est... Par contre, c'est le rapport de la langue française aujourd'hui en Afrique. Voilà. C'est-à-dire que on se tourne de plus en plus vers l'anglais. Voilà. Ce qui est dommage, en même temps, c'est aussi, veut dire, ils l'ont cherché malheureusement. Voilà. Par exemple, on a dit que on se tourne plus vers l'anglais. Et moi qui aime cette langue française, parce que j'ai aussi écrit. Nous l'aimons, voilà. J'ai aussi écrit pas pour raconter l'histoire, mais parce que j'aime ça, voilà. Et c'est vrai que quand je suis arrivé ici, j'ai été confronté à cette. C'est comme si cet amour en fait était futile, que j'aurais mieux fait de parler anglais ou chinois, voilà. Et donc. Ça vous servait à rien de vous exprimer en français, quoi. Oui, que ça, du tout, en tout cas, c'est pas un privilège ou bien que ça ne fait pas de moi quelqu'un qu'on accepte. Quelqu'un qu'on accepte ou quelqu'un de dignité ou bien, voilà. Donc, et aujourd'hui, beaucoup d'Africains, même s'ils ne sont pas arrivés ici, ils se détournent de cette belle langue tout de même. Au profit des États-Unis, de l'anglais, de la Chine, qui a beaucoup de centres culturels. Oui. Charles Cédric Timi, quand nous étions gamins, on disait en riant, on s'en fout des nègres à Paris. Vous avez ressenti cela, hein? Je me suis. Alors, comme on se fout de moi, oui, mais parce que je me suis jamais considéré. Alors, moi, je suis pas très singorien, moi. Nègre, ce mot, ça n'existe pas dans mon imaginaire, quoi. Voilà. Mais si on me dit nègre, ça ne me gêne pas. Mais dans moi-même, ça veut dire que je me sentis comme un marginal. Ouais. Mais c'est pas fini. Allons-y. Car les hommes politiques, vous ne m'avez pas dit ce que vous en pensez. Ah, les hommes politiques Français. Ben écoute, ils sont à la ramasse, ils sont dans la tribu. Bon, j'ai pas vraiment d'opinion sur eux parce qu'ils m'intéressent pas à autre mesure. Ils sont pas, la politique en France aujourd'hui. C'est pas ce que aujourd'hui moi j'appelle ou j'attends de la politique. Allez, donc ce sont des gens qui occupent, qui gèrent la situation telle qu'elle est. Voilà. Ils essaient de gérer une France. La comprennent-ils, à votre avis? Non, je pense qu'ils ne comprennent pas dans quel monde on bascule et même la propre histoire précisément. Parce que aujourd'hui, oui,
C'est fort le café, là. Oui, mais vous avez dit que je n'ai pas relevé le côté la colonisation dans mon livre. Ouais, j'ai pas parlé de ça, mais puisque vous m'interrogez sur les hommes politiques français, la France a une histoire avec l'Afrique, tout de même. Oui, depuis très longtemps. Voilà, mais aujourd'hui, quelle est l'histoire des Africains en France? L'histoire des Africains en France, je sais que Tidiane Thiam, qui a été à la tête d'une grosse banque en Suisse, a fait ses études en France, mais je ne l'ai pas vu à la tête d'une grosse banque en France, par exemple. Je sais que Ernest Simo, qui a bossé à la NASA, est passé par la France, mais je ne l'ai pas vu à la tête du CNS en France. Cheikh Modibo Diarra, lui aussi est passé par la France, mais je ne l'ai pas vu à la tête. Ah, je sais surtout qu'en France, tous ceux qui font du sport sont en majorité noirs, arabes, mais tous ceux qui dirigent les entraîneurs sont en majorité tous des blancs. Je ne vais pas poursuivre. Oui, mais je voudrais que vous vous intéressez plus au sort des petits gens, en fait. Et tous ceux qui dirigent la France sont monocolores, comme s'il n'y avait que dans les Antilles, là, ne sont même pas des Français. Dans tout le monde, blanc. Et les noirs, non, jouent au football, et au sport, ils font du rap. Ah, d'accord. Donc, j'ai répondu à votre question, j'espère. Non, je vous ai aidé à répondre à ma question. Bon, chers téléspectateurs, c'est l'heure de Gaël Kadio. Gaël, à toi de cuisiner l'invité maintenant. On a plus ou moins donné des éléments, mais je vais revenir sur l'administration là, qui vous a demandé ce test afin de justifier un niveau suffisant en français et que vous avez envoyé votre livre. C'est le roman, j'ai envoyé. Pour le roman, mais pour vous, là, les réactions et les réponses que vous avez eues suite à cette découverte-là que vous avez publié ce roman. Les retours que j'ai eus? Oui, les retours. Jusqu'ici, j'ai eu de retours, de très bons retours qui me parviennent, des gens qui me remercient d'avoir mis ça en scène, et parfois des gens qui me disent merci de parler des étudiants. Or, c'est vrai que moi, quand j'écrivais, j'avoue que je me pensais pas étudiant et avoir fait ça pour les étudiants, mais ça m'a beaucoup touché. Il y a des gens qui se rallient un peu, qui se retrouvent un peu qui disent que c'est très important pour les étudiants, donc du coup j'ai eu l'impression d'avoir fait œuvre utile pour ces jeunes Africains. Et les jeunes Français? Alors, les jeunes Français, si, parce que je suis passé dans la roue libre, un podcast, des jeunes Français fait par des jeunes Français, qui m'ont très bien accueilli et qui ont fait une chronique sur mon livre magnifique, qui sont un peu d'ailleurs moqués de l'administration française, tout ça. Donc, en tout cas, ces jeunes Français là, en tout cas, voilà, c'est-à-dire qu'ils ont accueilli mon livre avec beaucoup d'enthousiasme et de ferveur, voilà. Est-ce qu'ils ont relevé des points en particulier qui les avaient choqués également? Il y a eu des prises de conscience, ou est-ce que... Si, je pense qu'il y a une prise de conscience. Je pense qu'il y a une prise de conscience, notamment beaucoup de gens relèvent l'absurdité, voilà cette l'administration. On est choqués, Voilà, on parlait de politique également. Nous, les Français, on n'est pas du tout au courant de la politique française dans les pays africains francophones. Donc quand on revoit après des retombées comme ce test de français là, on se demande également, nous, pourquoi est-ce qu'on demande à ces gens qui ont intégré leur culture au détriment de leur propre culture, de leurs propres racines parfois, pourquoi est-ce qu'on leur fait sentir sur le sol français qu'ils ne sont pas les bienvenus? Et ça, c'est des choses qui nous sautent aux yeux, qu'on n'a pas forcément le réflexe d'aller voir, parce que depuis très longtemps, on n'est pas au fait pour cette prise de conscience générale, pour changer les mœurs en France vis-à-vis des Africains. On n'est pas du tout au courant de cette politique-là qui date, on va la dater du général de Gaulle et de Jacques Foccart. Surtout ces deux-là. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que ce livre fait un peu... Sous un roman, il y a ce genre de message que nous, en tant que Français, on n'a pas eu. Et on se rend compte par ces absurdités-là de la méprise des Africains qui veulent venir en France. Alors,
Alors, pour nous, c'est une absurdité, mais pour l'administration, je pense que c'est un système comme ça. Voilà, c'est un système bien organisé comme ça pour casser les gens ou bien pour exclure. Voilà, pour les décourager, en fait. Exclure, vraiment, le but c'est d'exclure. Et puis finalement décourager, puisque finalement on demande des papiers, il y a de quoi être Quelqu'un vit dans la rue, on lui demande des papiers quand même. Ben oui. Ah, décourager, je sais pas, parce que quand vous voyez le phénomène, décourager, je sais pas, le phénomène des livreaux aujourd'hui en termes des livreaux, Uber Eats, la manne travail qui coûte moins cher. Oui, on a besoin de ça, quoi. Voilà. Ou ceux qui construisent des bâtiments qui n'ont pas de papier, tout le monde le sait, mais on fait semblant. Ça, Ou alors dans un meilleur niveau, mais toujours autant dans la méprise quand on gagne un match de foot. Ah oui. Alors là, la France Paul Pogba fait une éloge de sa diversité, mais on la fait pas autrement. Non, du tout. Et après, le président de la fédération est toujours blanc. Claude Simonet trouve même qu'il y a trop de noirs en équipe de France, on ne va pas en plus leur donner un entraîneur noir. Ça, c'était en 2004, dit par Claude Simonet, président de la Fédération française de football. Et c'est passé tranquille comme il est à la poste, on n'a ému personne. Voilà. Poursuit Gaël. Oui, je reviens toujours avec cette administration-là que vous décrivez. Dans ce roman, à travers ces perpétuels refus, quelles en sont les méthodes? Est-ce que vous avez pu déceler des méthodes? Comme vous dites que c'est un système, il y a certainement une organisation. Vous qui avez fait les démarches de demander les papiers, d'aller à la sous-préfecture, comment est-ce qu'on est reçu et quelles ont été les postures des employés? On est reçu d'abord, d'un point de vue psychologique, d'abord, vous êtes aligné là, et que ça dit quand vous êtes un bétail, quoi. C'est-à-dire qu'on vous aligne là. C'est-à-dire que. Sous le froid, ou bien. Sous la neige, on s'en fout. C'est-à-dire qu'il y a. Et vous arrivez devant des fonctionnaires tranquillement aussi, voilà. Donc je pense que d'un point de vue psychologique, on vous humilie, on vous casse, quoi. Voilà. Et on fait parfois, c'est sur des détails, tel papier vous manque, c'est pas cohérent. Revenez, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on veut une. En fait, on ne traite pas avec des individus, des gens, quoi. Voilà. L'État, sa logique, en fait. Et il veut que les gens, en fait, intègrent ça, en fait, voilà. Et donc, on est dans une relation désagréable, administration contre un tas de personnes. Certains passeront, d'autres pas. Voilà. Et sur une base, parce qu'effectivement, à l'époque, je sais que, alors, ce qui m'avait parfois un peu, au début, ça m'avait dérangé, c'est que moi, je n'ai pas demandé mes papiers, et à côté de moi, il y a un Malien, effectivement. Bon, lui, il c'était dans le BTP pour le coup. Et il a fini par avoir ses papiers, il parlait pas un mot français, voilà. Et ça, au fond, on vous met dans une telle ambiance qu'au fond, en fait, l'ennemi en fait devient le seul Malien là, qu'on peut regarder mal, pourquoi lui a des papiers. Alors qu'il ne dit pas un mot de français, on ne lui a pas demandé de faire un test de français. Et tant mieux s'il a ses papiers, mais on vous met en sorte que vous commencez à vous haïr, quoi, tu vois, on vous dresse les uns contre les autres. Des ressentiments, voilà. Et donc, il t'a rien volé, le Malien casse. Oui, c'est normal, quoi. Donc c'est toi, voilà. Mais moi je veux partager aussi avec toi là quelque chose, c'est que quand je suis partie pour mes études en Hongrie, qui n'était pas à ce moment-là dans l'Union européenne encore. J'ai dû faire un permis de séjour parce que je restais 1 an. Donc j'étais en université. Je peux dire que j'ai pas été non plus très bien reçue par l'administration hongroise. J'ai vu également la culture et le passé politique d'un pays, faire partie du bloc soviétique. C'est quelque chose et je n'ai pas du tout... Alors en plus je ne parlais pas du tout hongrois. Donc j'ai eu un papier avec une liste écrite en hongrois des pièces à fournir. Je n'ai pas eu plus d'explications. On m'a donné le papier comme ça. Et je faisais... Bon, j'ai eu de la chance, j'étais dans un couloir, j'étais pas dehors. Mais j'étais avec les Chinois à 8h du matin, quoi. Et j'ai dû revenir et revenir. Je suis arrivée en septembre, j'ai eu en décembre mon permis de séjour. Tu as eu beaucoup de chance. Tu sais à quelle heure nous allions à Bobigny? Non. À 19h. Pour être reçu le lendemain à 9h. Donc on passait la nuit sur place. On passait la nuit là sur place, debout. Ah oui. Et ça se fait encore en France aujourd'hui. Voilà. C'est encore très archaïque. 19h,
9 heures le lendemain. Et les fonctionnaires le matin, ils disent jusque-là, entrez, vous le reste revenez le lendemain. Oui. Ah oui, c'est très arbitraire. Oui, Inhumain sous le froid, il faisait -5 ou je sais pas quoi. Voilà les réalités en France des sans-papiers. Voilà. Charles Cédric Ntimi, nous avons fait un clin d'œil à Pierre Moukoko, qui n'est pas très loin de nous. Et dans son livre Relations Afrique-France, il y a un chapitre 236 ou 237, je crois, qui parle de Munamboa. Alors, dans le vôtre, page 181, vous parlez des nouvelles du Mboa. Nous allons prendre des nouvelles du Mboa. Comment est-ce que votre famille, votre maman est encore vie? Comment est-ce qu'ils ont accueilli ce livre clandestinement vôtre? Mes frères, ils l'ont très bien accueilli, ils l'ont lu, ils ont aimé. Ce sont aussi des férus de littérature. Ma mère est très contente, mais n'a pas lu, et tant mieux. Comment est-ce que le nom, maman? Elle se prénomme Marie-Thérèse. Ah, Marie-Thérèse Massogo. Païenne? Bon, alors, Charles Cédric Ntimi, si vous aviez un dernier mot à adresser à la jeunesse française d'abord, autochtone comme dit Gaël, et à la jeunesse d'Afrique noire francophone, que leur diriez-vous? Elles sont toutes là devant vous, cette jeunesse-là. Alors, si j'avais à m'adresser à la jeunesse française d'abord, voilà, je dirais qu'il faut voir le monde. Je pense qu'aujourd'hui, les questions qui se posent aujourd'hui en France, il n'y a aucune question aujourd'hui qui se pose, je dirais, franco-française, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, le mal de la politique et des jeunes, c'est qu'ils n'ont pas pour horizon le monde. Voilà. Et l'Afrique, qui est le voisin le plus proche, quoi. Voilà. Et c'est fou parce qu'aujourd'hui, en même temps, on parle d'écologie, mais d'un point de vue humain et politique, on ne s'intéresse pas véritablement à l'autre, quoi. Or, on parle d'écologie, mais ça, c'est très bien. Mais voilà, donc si j'ai une adresse à la jeunesse, c'est de s'intéresser au monde, voilà, et donc à l'autre. Et donc aller à ouvrir des livres faits par des Africains, de la musique, parce que de l'autre côté en Afrique, voilà, ça se fait. Genre, on écoute de la musique qui vient d'ici, beaucoup, voilà. Il faut cet intérêt mutuel, quoi. Il ne faut pas un intérêt d'ordre conceptuel. Alors, genre, on aime l'homme grand H ou bien l'Africain avec grand A. Ceci dit, c'est toujours bien d'avoir ces idées, ces concepts pour ligne directrice. Oui. Mais le problème, c'est que c'est pas assez mis en pratique. Tout à fait. Donc, et à la jeunesse camerounaise et africaine surtout. Alors, moi, je dirais qu'il faut se battre, qu'il faut s'organiser, qu'il faut pas désespérer. Voilà. Je dirais qu'on a toutes des raisons de se révolter, mais avant de se révolter, il faut s'organiser, il faut apprendre, il faut voilà, une note d'espérance, d'espoir et de courage, voilà. Voilà. Je sais pas si... Comme vous, quoi, votre image. En tout cas, j'essaie d'appliquer ça, voilà. Cet espoir, ce courage et cette discipline. Voilà. Et en parlant de ce courage, cher Jackie, moi j'aimerais qu'on donne un peu le plaisir de faire découvrir la plume à nos spectateurs. Est-ce que tu pourrais nous lire un court passage de ton choix? Court passage de mon choix. Pour donner un peu l'eau à la bouche à nos spectateurs. Oui, on va ouvrir comme ça au hasard. Bon, je referme, il faut au hasard. Oui, au hasard. 10 lignes par exemple. Alors. Le temps, m'étais-je rendu compte, disparaissait sous l'effet de l'extraordinaire cinétique urbain moderne. Les vies remplies qui m'entouraient, jusqu'à l'encombrement, se déclaraient sans cesse bien occupées. Pour leur arracher une minute de rendez-vous, il fallait s'y prendre 3 jours à l'avance. 30 minutes, une semaine plus tôt. 1 heure, 2 semaines avant. Je regardais, impuissant, ces vies pompées, shooter à l'occupation, la vitesse, c'est-à-dire la compétence, la compétition, la compétitivité, quoi. Moi, je vivais dans une extrême lenteur du fait de ma situation. Et donc, dans une certaine incompétence, une évidente incompétition. Je n'avais ni emploi du temps. Le temps vide emplissait mes journées. Et le vide manifeste de mes journées cachait de réelles et solides occupations existentielles. Que manger, chez qui dormir, et sous quel subterfuge, etc. Merci. Merci beaucoup.
Chers jeunes français, un espion français qui est de l'Est de la France, Marc Échinger, que j'ai beaucoup écouté tout récemment, donnait ce conseil ici aux jeunes Français: pensez à vous expatrier de l'autre côté, car les années à venir vont être extrêmement difficiles en France. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Marc Échinger qui est passé chez mes confrères de Think Vivre. Donc vous pouvez retrouver cette interview sur YouTube. Cela signifie tout simplement que ceci, vous devez désormais cultiver la fraternité avec vos amis africains. Sinon, le lendemain pourrait être très difficile. Pendant que vous dédicacez votre livre à Gaël, je vais clore cette émission. Voilà, vous pouvez commencer à lui écrire Gaël. Il n'y a pas deux L à la fin, non, c'est Gaël comme garçon. D'accord. Ouais. Voilà. Chers téléspectateurs du Bœuf littéraire, suivi un petit peu plus, j'espère que cette émission, si vous a plu, partagez-la, faites-en connaître à d'autres, en France comme à l'étranger. On se retrouve sur ce même plateau avec espoir que demain, vous aurez gardé la banane. À très bientôt. Bye bye.